Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Suite à la popularité de notre vidéo où on vous présentait les 10 plus beaux behemoths d'Age of Sigmar, on a décidé de se gâter et de vous présenter notre top 10 des plus beaux héros non behemoths d'Age of Sigmar. C'est un top 10 qui n'a pas été facile à faire. Non, ça a été un choix plutôt difficile parce qu'il y a plusieurs beaux héros dans Age of Sigmar et on n'a pas non plus la prétention d'être des autorités en matière d'esthétisme. Donc, on vous présente ce top 10-là en toute humilité. C'est un top 10 qui est personnel, mais qui a été très amusant à préparer. Donc, on s'est évidemment basé sur certains critères, notamment la qualité de la sculpture. Donc, par qualité de la sculpture, on entend la qualité des proportions. La figurine devait être bien proportionnée, la quantité de détails aussi et la qualité des détails qui devait vraiment être au service de l'idée qui a amené à créer la figurine. Et il y avait aussi la posture qui était un critère intéressant parce que souvent, c'est la posture qui donne de la vie à la figurine. On a aussi tenu compte de à quel point la figurine rendait bien le fluff de la figurine, donc à quel point le héros était bien représentatif de ce à quoi on s'attend quand on s'imagine ce héros-là. Alors, sans plus tarder, en 10e position, on a Neve Blacktalon. Alors, Neve Blacktalon, c'est un personnage nommé des Stormcast Eternals et c'est un choix qui peut surprendre parce que c'est une figurine qu'on voit très rarement sur les tables de jeu parce que ses règles ne sont pas particulièrement bonnes. Mais c'est une figurine qu'on a particulièrement appréciée à cause de son dynamisme. Donc, regardez le mouvement qu'il y a dans cette figurine-là. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de courir, qu'elle s'apprête à être en train de s'élancer pour frapper avec sa hache. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est extrêmement réussi. Donc, on a une impression de vitesse. Elle a la cape qui vole au vent, la tête, le regard déterminé. Il y a aussi la queue de cheval, ses cheveux qui volent au vent. Donc, l'effet de mouvement, de vitesse, d'élan aussi, elle a le tronc qui est légèrement en rotation, comme si elle s'apprêtait à mettre du poids dans son cou, dans le cou qu'elle s'apprête à porter. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bien réussi dans la posture de cette figurine-là. Ouais, c'est une figurine qui a été vraiment bien appréciée quand elle est sortie. C'était dans une boîte, un duel Nurgle Stormcast. Et les gens l'avaient beaucoup apprécié. Je pense aussi que les gens ont aimé, c'est le fait, on a parlé de la cape, à la cape en fourrure, qui vient rajouter quelque chose à l'armure des Stormcast. Quand on regarde les libérateurs qui sont juste en armure, on dirait des fois qu'il leur manque un petit quelque chose. La cape qu'elle porte sur les épaules vient rajouter, je trouve, ça fait une belle composition. Alors voilà, c'est pour ces raisons qu'on a choisi Neve Blacktalon pour être en 10e position, donc pour faire partie de notre top 10. Maintenant, en 9e position, on a le Ogroïde Myrmidon. Oui, ça, c'est une belle trouvaille qu'on a eue dans les Slaves to Darkness, qui vient en fait de Warcry, qui a été ramené dans les Slaves to Darkness. Cette figurine-là, moi, je la trouve magnifique. C'est sa posture. J'aimais déjà le groïde de thaumaturge qu'on voit chez Change. Ils ont repris un peu le même modèle, mais le groïde Myrmidon a l'air plus méchant, plus menaçant. Regardez encore une fois la posture de le groïde. Il est penché un peu vers l'avant. On sent qu'il va charger et on sent qu'on ne veut pas être devant quand il va charger. Il y a quelque chose de méchant. Le visage est bien réussi aussi. Les armes sont bien proportionnées, sont suffisamment grosses pour être crédibles. C'est vraiment, moi, je trouve un super modèle, là, bien réussi. Ouais, donc une chose que j'aime beaucoup aussi de l'ogroïde Myrmidon, c'est sa physionomie. Donc le haut du corps est fait de manière extrême, il est large, les épaules, le cou, le torse, le dos, c'est large, c'est fort, c'est gros. Donc on voit que c'est la physionomie d'une bête qui est faite pour charger avec ses cornes. Puis il est dans une posture intimidante, tu le disais, comme s'il s'apprêtait à charger. Donc, il y a vraiment l'idée, rendre le fluff, je pense qu'ils ont bien réussi. Là. On voit qu'ils sont un peu inspirés des Minotaures pour faire cette bête-là et c'est bien réussi. Maintenant, en 8e position, on retrouve le Arc Regent des Flesh Eater Courts. Donc, une figurine qu'on a particulièrement appréciée pour notamment sa posture. Donc, on voit qui est placé, il est agrippé à une pièce de terrain, à une ruine. On voit qu'il s'apprête à attaquer, à sauter sur une victime. Donc ça, c'est vraiment l'aspect prédateur du Arc Regent est vraiment bien rendu par sa posture. Ouais, j'aime aussi le visage. Si on regarde le visage,
l'expression faciale est d'ailleurs très, très bien peinte par l'équipe de Citadel de Games Workshops. Mais vraiment, j'aime comment ils ont réussi là, à donner des traits qui ont l'air méchants, menaçants. Tu parlais d'un prédateur. J'aime aussi, contrairement aux autres figurines, c'est une figurine qui nous a un peu surprise au départ. On ne l'avait pas dans notre mire, dans notre top 10. Puis c'est en la regardant. C'est une figurine qui est assez simple, somme toute. C'est assez épuré. Pourtant, elle raconte très bien l'histoire qu'elle doit raconter. C'est pour ça qu'on l'a glissée dans notre top 10 puis qu'elle s'est mérité la place qu'elle a présentement. Tout à fait. C'est vraiment une créature dont aussi la qualité de la sculpture est excellente. On voit qu'elle est très musculaire, hein, la musculature est bien visible. Et dans le passé, quand on regarde des plus vieilles figurines de Games Workshop, souvent on trouvait que la musculature était un peu ratée. Il y avait des muscles au mauvais endroit, en quelque sorte. La physionomie n'était pas bien respectée, alors que là, il y a vraiment la musculature est extrêmement bien réussie. C'est une figurine, comme tu le disais, qui est épurée, qui est simple, mais sur le plan technique, c'est une réalisation, à notre avis, sans faille. Vincent, en 7e position, on retrouve une de tes figurines favorites, donc le Slaughter Priest avec Hackblade et Rathammer, une figurine donc de Khorne et une figurine qui a été énormément utilisée comme conversion. Alors oui, c'est un modèle qui a été abondamment converti, notamment il a été converti en prince vampire. Je l'ai moi-même fait la conversion en lui mettant des ailes, puis ça fait une conversion qui est très bien réussie, je trouve. En fait, c'est pourquoi on l'a utilisé beaucoup, le modèle, je pense, c'est parce que sa posture d'emblée, on la remarque. Hein, c'est une posture qui est forte, c'est une posture qui est sûre de lui. Ça rend bien justice, dans le fond, à ce que devrait être un prêtre du dieu de la rage, du démon du combat. C'est intéressant aussi ce qu'on a fait avec lui. Hein. C'est un mutant. On voit qu'il est plus grand, plus gros, plus costaud que les autres guerriers de Khorne qui eux-mêmes sont plus gros qu'un simple mortel. Puis on voit sa main, si on prend le temps de noter sa main, bon, il y a la main qui tient la chaîne. Elle est elle-même mutante. Là. Elle a commencé à se déformer, à grossir. Il est peut-être en voie vers éventuellement peut-être une transformation vers un prince démon. Alors, je trouve ce modèle-là est parmi les plus beaux de la gamme de Khorne. Puis, vous savez que j'aime la gamme en général, mais celui-là, particulièrement pour sa posture, c'est magnifique. Oui, j'aime son arrogance, sa pose. Puis, comme tu le disais dans notre vidéo coup de cœur sur pourquoi collectionner Khorne, Khorne, c'est une armée qui est l'armée des méchants typiques. Hein. L'idée qu'on se fait du guerrier du chaos, on le retrouve chez Khorne. Et là, je trouve que le Slaughter Priest, c'est un peu l'image qu'on se fait du gladiateur qu'on ne veut pas affronter. Donc, il est torse nu avec des cicatrices sur le torse. Il y a un casque là, qui est assez typique de l'image qu'on peut se faire des gladiateurs, avec une arme dans chaque main, dont Morning Star, puis une épée. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose de classique aussi dans cette figurine-là qui est extrêmement bien réussi et comme tu le disais, qui va parfaitement avec le fluff, avec ce qu'on s'attend de Khorne. En 6e position, on retrouve le Dankold Truck Bus des Gloomspite Gitz. Alors, c'est une pièce que j'aime beaucoup, en fait, parce que je trouve qu'elle rend bien à la fois le côté loufoque des Gloomspite et le côté quand même terrifiant des trolls. Donc, la créature n'est pas un behemoth, mais elle est quand même dominante. Hein. C'est une créature qui est grosse, la figurine est grosse et grande. Les membres, le corps, tout est disproportionné. Il y a les bras trop longs, les jambes et le bassin sont trop petites par rapport à son torse, à son dos. Il y a le visage stupide, donc la stupidité des trolls est bien réussie. Mais dans ce déséquilibre-là des proportions, en fait, il y a une réussite parce que on sait que c'était voulu, c'était le côté grotesque des trolls qui est extrêmement bien rendu ici. Leur stupidité est bien rendue. Il y a aussi des champignons qui lui poussent dessus, donc on vient chercher le thème des champignons qui est commun à l'ensemble de l'armée des Gloomspite Gitz. Donc c'est vraiment une belle réussite de ce côté-là. Alors, on voit qu'on est sur les derniers moulages là, en termes de figurines. Hein. La quantité de détails, encore une fois, c'est hallucinant.
Pour nous qui avons joué à Warhammer Fantasy Battle, on ne pouvait pas espérer des figurines aussi détaillées que ça dans le temps où on jouait avec des figurines de métal. Là. On est vraiment ailleurs chez Games Workshop. Puis ça paraît, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi là, à mettre tellement de petits détails. Ça permet de faire des figurines qui sont très colorées. Alors, très, très dans le thème des Gloomspite Gitz. Et justement, en 5e position, on a un autre héros des Gloomspite Gitz, cette fois-ci le Fungoid Cave Shaman. Donc, une autre pièce qui rend extrêmement bien le fluff des Gloomspite Gitz. Donc, le Fungoid a carrément un champignon qui lui a poussé sur la tête. Puis quand on regarde de près, on a l'impression que le champignon fait partie de sa tête, donc qui est probablement en train de se nourrir de son cerveau. Donc, le concept des Moon Clan, et en particulier de leurs chamans, c'est qu'ils consomment des doses, disons, démesurées de champignons hallucinogènes, puis ça a des effets sur leur santé psychologique et physique. Alors, c'est bien représenté là, par le Fungoid Cave Shaman. Encore une fois, on peut apprécier la quantité de détails. Tu parlais du champignon sur sa tête. Il y a des champignons sur son champignon. Il y a quelqu'un chez Games Workshop qui s'est tapé un beau délire quand il a sculpté la pièce. Puis même s'il y a quelque chose d'un peu cartoonish, un peu oui, coloré, dessin animé dans le Fungoid, il y a quand même, regardez le visage, il y a quand même un visage qui fait peur. C'est le visage d'une créature de la nuit. Tu veux pas la rencontrer, cette créature-là. Je trouve qu'ils ont bien réussi à avoir cette dualité-là des grottes qui sont à la fois des adorateurs de champignons, qui sont un peu sur les hallucinogènes constamment, mais qui en même temps sont des créatures de la nuit, des créatures mauvaises, dangereuses, féroces, que tu veux pas approcher. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi avec le Fungoid. Encore une fois, c'est un bel équilibre entre le côté loufoque des Gloomspite Gitz et le sérieux avec son visage, comme tu l'as bien souligné, qui rend bien l'idée d'une créature vile, mesquine, sournoise, agressive. Et il y a une foule de détails intéressants. Hein. Il y a le nez puis le menton. On voit que ce sont ils sont en métal, en fait, donc c'est carrément vissé ou cloué des appendices en métal pour ressembler davantage à la mauvaise lune. Alors, vraiment, là, c'est toute une réussite de créativité aussi, cette figurine-là. On passe maintenant à la 4e position et cette fois-ci, on retourne du côté de la dette avec Lady Hollander. Oui, alors là, évidemment, c'est une de mes figurines préférées cette fois-ci dans mes Night Hunt. Une des figurines qui fait que j'ai collectionné cette armée-là d'ailleurs, puis que probablement plusieurs collectionneurs ont collectionné le Night Hunt pour Lady Hollander. Encore une fois, c'est le même commentaire que j'avais fait sur le Arc Regent. On a là une figurine quand même assez épurée. Hein, c'est très simple, c'est pas la quantité de détails qui fait qu'on l'a choisi, mais vraiment le fait qu'elle rend très très bien justice à son fluff. Elle a quelque chose dans sa posture, dans son élégance, son arrogance, son air hautain, qui traduit très très bien ce que l'histoire nous raconte sur Lady Hollander. Elle est ce qu'on s'imagine d'un spectre dangereux, redoutable, qui porte le deuil en elle. Alors, très belle réussite là, au niveau de rendre l'histoire dans une figurine. Puis ce que j'aime particulièrement de Lady Hollander, c'est l'effet de légèreté qui est vraiment réussi. C'est un fantôme, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de flotter. Si on regarde, hein, elle tient sur la base par seulement là, un des lambeaux de sa robe déchirée qui touche au sol. Donc ça donne vraiment une impression de légèreté, de vol. C'est pas forcé du tout. C'est vraiment une réussite de ce côté-là. Ouais, ça a inquiété des gens. Là. Moi, le premier, j'ai comme attaché un autre pan de sa robe sur la base juste pour être sûr que ça tienne, que ça vacille pas trop. Mais en soi, comme tu dis, ils ont très, très bien réussi à donner cette impression-là de légèreté. On voit qu'elle flotte. Elle raconte une histoire. Là. On voit qu'elle est en train de flotter. On n'a pas besoin de l'imaginer. Elle flotte lentement parce qu'elle n'a pas besoin de se presser. Elle domine. Elle n'a pas peur de ses adversaires. C'est elle, au contraire, qui va les terrifier. Elle dégage quelque chose, cette figurine-là. C'est pour ça qu'on l'a placée si haut dans notre top 10. On arrive au moment du top 3. Alors, roulement de tambour. En 3e position, on se dirige du côté des Stormcast Eternals avec le Knight Venator. Oui, alors une belle figurine chez les Stormcast qui nous a surprises toutes les deux. Hein. C'est en regardant toute la liste, on a vu à quel point il y a un mouvement, un dynamisme dans la figurine qui fait qu'on l'a choisi. Je pense que c'est le premier critère qui fait qu'on l'a choisi.
il vole, l'oiseau aussi qui vole dans une direction différente, son arc, il y a quelque chose là, il y a un mouvement, elle est en action cette figurine-là et ça se voit très très bien ce mouvement-là. Oui, ils ont réussi à donner du dynamisme, comme tu le dis, à une boîte de conserve. Parce que c'est le risque avec des guerriers en grosse armure qui sont robustes et qui aient l'air un peu lourd, mais là, ici, vraiment, on voit qu'il y a du mouvement. Il est en train de s'élancer pour tirer une flèche avec son arc tout en volant. Et puis, c'est vraiment bien réussi là, de ce côté-là. Il y a aussi un beau niveau de détail sur la figurine. Oui, c'est un héros Stormcast qui est bien détaillé avec notamment les parchemins qui est autour de lui et la composition aussi, elle est intéressante là avec, comme tu dis, c'est une grosse armure lourde mais des ailes légères derrière qu'il porte. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de bien. Quand on regarde la silhouette de la figurine, il me semble quelque chose d'harmonieux dans la silhouette qui fait qu'on a préféré d'ailleurs le Knight Venator qui tire l'arc au Knight Azyros avec la lanterne, même si les deux sont le même kit finalement, là, simplement avec des armes différentes. Le Knight Venator a vraiment quelque chose d'harmonieux dans sa silhouette qui fait qu'on l'a placé très très haut dans notre top 3. Tout en sachant que le Knight Azyros est vraiment très beau aussi et aurait sa place dans le top 10 à notre avis aussi. On a choisi d'en mettre seulement un des deux dans le top 10 puisque, comme tu l'as dit, c'est le même kit. Pour la deuxième position, on se dirige du côté des Lumineth Realm Lords et on a le Light of Eltarion. Avec cette figurine-là, Games Workshop ont réussi l'exploit de faire tenir en une seule figurine une armure vide. Donc, si vous regardez la figurine, ils se sont servis de la cape, essentiellement, pour faire tenir les différentes pièces de l'armure en un personnage, donc pour nous donner l'impression que c'est une armure vide qui est habitée par une âme. Donc ça, je trouve que c'est un coup de génie de la part de Games Workshop. L'originalité et la réussite sur le plan technique de la sculpture nous ont vraiment, vraiment impressionnés avec cette figurine-là. Non seulement ils ont vraiment bien réussi parce que c'est pas trop frappant, flagrant que c'est la cape qui tient les pièces d'armure. On y croit que c'est une armure vide qui se déplace sur le champ de bataille. Mais l'armure elle-même, elle est vraiment bien détaillée. Chaque pièce d'armure a des runes. Donc, pour les peintres, c'est un plaisir parce qu'on peut s'amuser à mettre en évidence, en relief, ces diverses runes-là qui apparaissent. C'est une superbe réussite. Et malgré que ce soit une pièce qui soit vide, une armure vide, elle remplit très, très bien son socle. Là. Elle couvre son espace, l'espace qu'elle a à couvrir. Sur le champ de bataille, elle se remarque, la figurine. Bravo Games Workshop pour ça. Et pour la première position maintenant, on a choisi nul autre que le héros le plus propre de Age of Sigmar, Horticulus Slimux. Alors, c'est une pièce de Nurgle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un héros qui est monté sur un escargot géant. L'originalité de la pièce nous a vraiment plu, hein, Vincent? Oui, l'originalité, hein, les champignons magiques, il n'y a pas les gobelins qui en consomment, les concepteurs de Games Workshop aussi probablement, parce qu'ils pourraient avoir imaginé ça. C'est une grosse limace qui se promène. Et là, regardez la quantité de détails sur la limace. Il y a des chaînes derrière qui traînent par terre. La carapace est texturée. Et par-dessus, tu as un arbre qui pousse sur la carapace. C'est-à-dire, la composition du modèle, si c'était dans une autre faction que Nurgle, on n'y croirait pas. Mais ici, on a la générosité de Nurgle. On a de tout sur cette figurine-là. Et ça tient dans un tout qui finalement est harmonieux à la façon harmonieuse de Nurgle de faire les choses. Fait que c'est pas tant le personnage sur le dessus est sympathique, le Plague Bearer, mais c'est vraiment le fait qu'il soit sur un escargot, que ce soit ça, sa monture. Il y a un délire coloré, amusant, mais à la fois dégoûtant parce qu'une limace qui se promène, c'est pas l'insecte à la priori qu'on trouve le plus joli, le plus attirant. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi quelque chose de sympathique chez Games Workshop. La pièce passe pas inaperçue lorsqu'elle est sur le champ de bataille. Oui, puis il y a toutes des possibilités de conversion quasi infinies aussi avec cette pièce-là. On a vu différentes conversions passer sur Internet aussi. Là, donc, c'est vraiment un peu puis différentes interprétations aussi par les peintres. Donc, un peu comme les autres pièces de Nurgle, hein, on voit des versions un peu plus colorées qui misent plus sur l'aspect joyeux, alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment avec le côté sale, avec le côté de pourriture et tout ça. Donc, il y a vraiment moyen de donner
donner une personnalité très différente à cette pièce-là selon l'interprétation que le peintre en fait, là. Alors, c'est ce qui conclut notre top 10. On a quand même quelques mentions spéciales à faire parce que le choix a été très difficile. Il y a plusieurs très beaux héros qui ont été laissés de côté, qui n'ont pas réussi à se glisser dans notre top 10. En première mention spéciale pour l'Eidolon des Idonettes Deepkin. En fait, la grosseur du modèle, on aurait pu penser que c'est un behemoth, mais ça ne l'est pas. Sa cape est gigantesque. On a là probablement un des héros non behemoth les plus imposants d'Age of Sigmar. Je trouve qu'ils ont quand même bien réussi. L'idée de la cape, elle est originale, hein, cette cape-là d'eau. Le modèle lui-même est intéressant, une belle armure bien détaillée. Il y a beaucoup de détails aussi sur la base. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant ici. On peut jouer avec différents types de couleurs. Donc, c'est un beau modèle qui est imposant. Je n'ai pas fait la cote simplement parce que je pense que tout le monde n'est quand même pas fan tant que ça de la cape, là, de la composition que ça donne au final ou de peut-être, je ne sais pas, peut-être la silhouette que ça donne. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est une belle réussite, là. C'est un modèle qui a vraiment un beau charisme sur le champ de bataille. C'était une bonne idée, c'était très fluff, mais l'exécution, donc le rendu de la sculpture, finalement, est peut-être pas à la hauteur de la qualité de l'idée. Alors que dans plusieurs des figurines du top 10 qu'on vient de présenter, hein, on a souligné à quel point l'idée était bien rendue par la sculpture. Là, on était moins convaincus un peu. Ensuite, en deuxième position pour les mentions spéciales, on a Brock Grandson. Alors, une figurine des Caradron Overlord, c'est dans le fond le personnage nommé qui a un ballon dirigeable au-dessus de lui. C'est très typé, hein, comme type de figurine. Il faut aimer le steampunk, ce qui est peut-être pas ce qui nous plaît le plus, mais il faut reconnaître que la figurine, elle est incroyablement détaillée. Il y a une originalité dans le concept qui nous a vraiment plu. Cette idée-là qu'il flotte sur un ballon dirigeable, et on voit qu'il y a des armes, on voit qu'ils ont même mis les pistons qu'il faut pour que tout ça marche. Il y a comme un réalisme derrière cette folie-là qui est intéressante. Malheureusement, il souffre peut-être de la même peut-être lacune de conception que le reste de l'armée des Caradrons, qui a un petit côté statique. Il n'y a pas beaucoup de mouvement dans ces figurines-là. Alors que plusieurs des figurines pour lesquelles on a eu un coup de cœur dans le top 10 avaient du mouvement, du dynamisme, il y avait quelque chose dans la posture qui donnait de l'âme à la figurine, alors que là, il y a quelque chose d'un peu coincé, je trouve, dans la posture de cette figurine-là. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas été sélectionnée dans notre top 10. Et comme dernière mention spéciale, on se devait de faire une mention spéciale. La figurine officiellement n'est pas encore sortie, mais c'est la figurine de Sigvald le Magnifique. C'est une figurine qui est à la hauteur du prince de la décadence, hein, du prince doré de Slaanesh. Il y a une posture qui reflète toute son arrogance. On lui a donné une base qui semble vraiment grosse. J'ai hâte de voir la taille du socle, là, mais il y a un socle immense parce qu'il prend tellement de place, les bras ouverts, l'épée d'un côté, le bouclier de l'autre, la cape qui est gigantesque, un peu démesurée. En fait, pas une cape, mais deux capes pour être bien certain de montrer là, à quel point il est dans l'excès. Les cheveux qui sont magnifiques, là, qui sont trop, mais tout est un peu trop dans cette figurine-là. Son armure, elle est vraiment bien réussie. Quelques gemmes ici et là, quelques runes aussi. C'est élégant, c'est beau, c'est un peu excessif aussi, tellement que c'est beau. Il s'en va au combat. Il s'en va pas dans une parade de mode, mais quand on le voit se promener, on a l'impression qu'il s'en va justement parader sa beauté, tant pour ses admirateurs qui le suivent au combat que pour le plaisir des gens qui vont l'affronter et qui vont sans doute mourir de sa lame parce que c'est aussi un guerrier qui est redoutable. Il porte son armure d'apparat au combat. C'est ça. Et je suis certain que si on demandait l'avis de Sigvald, il se placerait lui-même en première position de notre top 10. Certainement. Alors, et donc, sur ça, on aimerait savoir, vous, quel est votre top 10? Êtes-vous d'accord avec nos choix? Est-ce qu'il y a certains de nos choix avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Laissez-nous vos impressions et vos avis en commentaire. On va être très intéressés à vous lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air, hein, ça nous encourage à continuer et ça aide au placement de la chaîne, donc à la visibilité de la chaîne là, sur YouTube. Et sur ce, bon wargaming!